Nous sommes le 1er décembre et c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH. Dans cette édition, nos correspondants Lilia Blaise et Hamdit Lili nous emmèneront en Tunisie où le sida est un sujet encore tabou. L'épidémie de Covid-19 et cette 5e vague qui frappe l'Europe de plein fouet. En France, un premier cas du nouveau variant Omicron a été détecté sur l'île de la Réunion. Et puis cette candidature à la présidentielle d'Éric Zemmour. Le polémiste d'extrême droite l'a officialisé ce mardi dans une vidéo. Il dit se présenter pour sauver la France. Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. La journée mondiale de lutte contre le VIH, c'est ce mercredi. On va s'intéresser à la Tunisie où près de 25 centres de dépistage sont répartis sur tout le territoire. La prise en charge y est gratuite, mais les porteurs du VIH souffrent encore des tabous qui entourent la sexualité et de la stigmatisation autour du virus. Regardez ce reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. À l'association de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, Aymen a accepté de nous raconter son histoire sous anonymat. Il est porteur du virus depuis 16 ans, après avoir eu des rapports sexuels non protégés. Il se sent encore stigmatisé à cause de sa maladie. Le problème avec cette maladie, c'est qu'elle te suit jusqu'à ta mort. Même au moment où tu penses l'avoir vaincue, parce qu'elle affecte aussi tes enfants. Par exemple, lorsque je les ai inscrits au jardin d'enfants, l'administration m'a obligé à déclarer que leur mère et moi-même étions porteurs. Donc c'est comme un casier judiciaire qui te suit jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Aymen accompagne les jeunes dans ce centre. Mais le tabou autour de la sexualité est toujours présent, comme l'explique Sonia Torkani. Elle travaille depuis 20 ans au sein de l'association. On leur donne des préservatifs et du gel lubrifiant pour les rapports anaux. Surtout pour les rapports anaux. Par exemple, celui-ci parfumé à la banane. Mais malheureusement, pour les jeunes, c'est encore tabou de venir ici. Ils sont souvent timides. Pareil s'ils vont s'en procurer à la pharmacie. Ils ont peur de rencontrer un voisin. C'est pourquoi à chaque 1er décembre, Balkis, membre de l'association, prépare avec des bénévoles des actions de sensibilisation, comme avec ces pancartes. Ici, on a Maksh Wahdek, donc tu n'es pas seul. Matraf Shmani, n'aie pas peur de moi. Et c'est des mots qui s'adressent au grand public pour dire qu'on doit arrêter la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. L'association propose aussi un soutien psychologique et un suivi du traitement pour les porteurs du VIH, surtout pendant la crise sanitaire où beaucoup de patients ont mal vécu le confinement. Donc là, on est en train de renouer les liens et de les recontacter, les convaincre de reprendre leur traitement. Un accompagnement primordial sur plus de 6000 personnes atteintes du virus dans le pays. Seulement 20% savent qu'elles ont le VIH. L'épidémie de Covid-19 qui s'emballe en France alors qu'un premier cas du variant Omicron a été détecté sur l'île de la Réunion. Plus de 47 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures dans l'Hexagone et un nouveau risque plane, celui de la propagation du nouveau variant. Le récit de Pierre-Yves Salic pour France 3. En une semaine, la situation sanitaire s'est dégradée, plus 40% d'admissions en soins critiques et 47 000 nouveaux cas en 24 heures. Une hausse alarmante vient de reconnaître le ministre de la Santé. Avec une moyenne du nombre de contaminations par jour qui dépasse les 30 000 et qui pourrait être, si l'on suivait cette dynamique de plus 60% par semaine, supérieure au pic de la 3e vague d'ici à la fin de la semaine. En métropole, plus aucun département sous le seuil d'alerte du taux d'incidence. La barre des 400 est même fréquente, le variant Delta est omniprésent. L'attention se focalise aussi sur le nouveau variant Omicron, apparu officiellement à La Réunion. Le génome du virus y a été séquencé hier. Un cas a été identifié parmi 6 cas suspects. Nous, on a fait du séquençage depuis dimanche soir. On a essayé de travailler le plus rapidement possible pour avoir les résultats 24 heures après. Donc nous sommes lundi et on a pu détecter parmi ces 6 cas, un seul cas qui est réellement variant Omicron. L'homme contaminé a 53 ans, il a séjourné au Mozambique, puis fait escale à Johannesburg avant de passer par l'île Maurice. Négatif à son arrivée à La Réunion, puis positif 2 jours plus tard, il est aujourd'hui à l'isolement. Il a donc fallu une semaine pour identifier Omicron. Les voyageurs revenant de ces pays-là n'ont pas forcément de symptômes et peuvent propager le virus de façon un peu silencieuse sans que personne ne s'en rende compte avant qu'il y ait des formes plus sévères qui mènent à une identification qui va mener à un séquençage. Demain, la préfecture de Saint-Denis devrait annoncer des restrictions de vols régionaux. En métropole, on attend toujours les résultats du séquençage de 8 cas suspects.
annoncé dimanche. Une situation toujours tendue dans les Antilles françaises. Des barrages routiers bloquent toujours la Martinique et Saint-Martin, tandis qu'une mairie en Guadeloupe a échappé à une tentative d'incendie. Le ministre des Outre-mer était ce mardi en visite en Martinique. Le point avec Edwige Ouamanissa. Sortir les Antilles de la crise, la mission délicate de Sébastien Lecornu. Pour cette deuxième étape en Martinique, le ministre des Outre-mer s'est assis à la table des négociations avec l'intersyndicale et les élus de l'île. À la clé, un accord de méthode pour sortir de la crise et régler la question de la vaccination. Ce dialogue et la méthode retenue donnent déjà un sens de direction dans la sortie de crise. Le premier, et je crois qu'il faut le traiter de manière très claire, c'est la question bien sûr de la santé. Le ministre s'est montré ouvert à une adaptation de l'obligation vaccinale pour la Guadeloupe et la Martinique. Vendredi déjà, avec le ministre de la Santé Olivier Véran, il avait annoncé la repousser au 31 décembre 2021. Une avancée pour les syndicats martiniquais, inquiets pour le personnel hospitalier non vacciné. C'est difficilement possible de reclasser 3000 personnes. C'est de ça qu'il s'agit aussi, l'enjeu. Un dialogue amorcé donc, bien différent du scénario qui s'est joué la veille en Guadeloupe. À Pointe-à-Pitre, la discussion avait tourné court, les syndicats refusant de condamner les attaques contre les forces de l'ordre. En Guadeloupe, tout comme en Martinique, le mouvement du refus de l'obligation vaccinale s'est étendu à des revendications politiques et sociales. Des manifestations contre la vie chère ont occasionné des violences et des pillages. Depuis le 19 novembre, les deux îles sont placées sous couvre-feu. La France compte désormais un nouveau candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit d'Éric Zemmour. Le polémiste a officiellement présenté sa candidature ce mardi dans une vidéo dans laquelle il indique souhaiter que les Français se sentent de nouveau chez eux. Il était l'invité du 20h de TF1 tout à l'heure. Éléonore Vanel. Donc officiellement candidat. C'est la première interview télévisée du désormais candidat à la présidentielle. Et les échanges entre Éric Zemmour et le journaliste Gilles Boulot ont parfois été tendus. Vous n'allez pas, comme ça, ressortir mes phrases de mon livre. Je ne suis plus le journaliste, l'écrivain. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous m'interrogiez sur mon projet et mon statut. Des reproches réitérés en fin d'interview. Il n'y a pas eu de questions sur mon projet politique et je le regrette. Je vous réinviterai bien volontiers. Non, mais c'était le moment ou jamais. En sortie de plateau, Éric Zemmour a qualifié le journaliste Gilles Boulot de mauvaise foi et l'interview d'escroquerie intellectuelle. Un nouveau coup médiatique pour l'ancien chroniqueur, alors que dans le même temps, une polémique enfle autour de sa vidéo de campagne. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. Un clip de 10 minutes, souvent recouvert d'images empreintes de nostalgie, qui reprend notamment des extraits de films ou de reportages utilisés sans l'accord de leurs auteurs. Le distributeur du cinéma Gaumont et plusieurs médias dont France 24 envisagent des poursuites. Du côté d'Éric Zemmour, il n'y a aucun sujet à débat. Les querelles de juristes doivent s'intéresser aux juristes. Moi, je ne m'occupe pas de cela. La vidéo, dont la scénographie calque à l'identique l'appel du 18 juin du général de Gaulle, a en tout cas beaucoup fait réagir les adversaires d'Éric Zemmour à l'Assemblée nationale. On avait plus l'impression que c'était une déclaration à l'élection présidentielle de 1965 de celle de 2022, c'est peut-être son côté vintage. Éric Zemmour est à la politique ce que la série Z est à l'œuvre cinématographique. Et c'est vrai que sa déclaration reflète ce que le cinéma peut faire de plus mauvais. Cette journée médiatique va-t-elle relancer une campagne qui s'essouffle, ternie par plusieurs incidents ? Le défi du candidat Zemmour sera en tout cas d'enrayer la baisse constatée ces derniers jours dans les sondages. On en vient à cette décision de justice historique. En Allemagne, un tribunal a condamné un Irakien membre de l'organisation État islamique à la prison à perpétuité pour génocide contre les yézidis, cette minorité kurdophone persécutée par les djihadistes. L'homme avait notamment laissé mourir de soif une fillette de 5 ans qu'il avait achetée. Théa Bazdarevich. Caché derrière ce classeur, l'Irakien Taha al-Joumaili. Ancien combattant du groupe État islamique, il est le premier homme à être reconnu coupable de génocide, mais aussi de crimes contre l'humanité ayant entraîné la mort et de crimes de guerre à l'encontre de la minorité yazidi. Des faits pour lesquels il écope de la peine maximale.
C'est la première décision au monde à établir que les actions de l'État islamique contre les membres de la communauté yazidi constituent un génocide. C'est un signe d'espoir pour les survivants. Taha al-Jumaili avait rejoint les rangs de l'État islamique en 2013. 2 ans plus tard, il laisse mourir de soif une fillette yazidi achetée comme esclave. Son bourreau est finalement arrêté en Grèce en 2019 sur mandat d'arrêt international, puis jugé en Allemagne grâce à la compétence universelle. Elle permet à un État de poursuivre les auteurs d'infractions graves, peu importe où elles ont été commises. Les membres de la communauté yazidi se félicitent de cette décision de justice historique. Le fait que l'accusé ait été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation nous rend heureux. Cela ne défait pas ces actes terribles de génocide contre les Yézidis kurdes, mais justice a été rendue ici. Elle a un caractère symbolique. Sur son compte Twitter, la Yazidi Nadia Mourad, prix Nobel de la paix en 2018, elle-même ancienne esclave sexuelle du groupe État islamique, évoque une victoire. Il y a un mois, l'ex-épouse de Taha al-Jumaili, une Allemande qui avait également rejoint l'organisation djihadiste, avait déjà été condamnée à 10 ans de réclusion pour le même meurtre. Elle était une icône du music-hall et du militantisme antiraciste. La franco-américaine Joséphine Baker est entrée au Panthéon ce mardi. Elle est la 6e femme à être panthéonisée après des figures telles que Simone Veil ou encore Marie Curie. Maryse Burgot pour France 2. Me revoilà Paris, l'une des plus célèbres chansons de Joséphine Baker, pour l'accueillir au Panthéon. Le cénotaphe est porté vers le temple de la République. Il ne contient pas le corps de la diva. Sa dépouille reste à Monaco, où elle fut enterrée à sa mort. Joséphine Baker, première femme noire à entrer au Panthéon. Des folies bergères au suprême sanctuaire, une vie à plusieurs facettes racontée sur les murs de l'édifice. Il y eut d'abord l'artiste, la danseuse, la chanteuse éprise de liberté. Née aux États-Unis, est devenue une icône française. Je pense que je suis une personne qui a été adoptée par la France. Ça m'a surtout développé le sens humaniste. Puis il y eut la résistante, la patriote, engagée contre l'Allemagne nazie. Pourquoi avez-vous accepté d'entrer dans les services secrets? Pour défendre la France. Les murs du Panthéon racontent aussi son engagement contre le racisme aux côtés de Martin Luther King. La tour Eiffel scintille quand le cénotaphe entre au Panthéon. Emmanuel Macron salue la première artiste de spectacle à accéder à ce lieu. Il salue surtout le personnage illustre qu'elle fut. Infiniment juste, infiniment fraternelle, infiniment de France. Le président salue les enfants de Joséphine Baker. Elle en avait adopté 12 dans le monde entier. C'était sa tribu arc-en-ciel, comme elle le disait elle-même. 11 d'entre eux sont encore vivants et étaient là aujourd'hui. Un exemple aussi d'engagement et finalement de fraternité universelle qui peut être possible. C'est ce que ma mère pensait. Joséphine Baker est la 6e femme à accéder au Panthéon, aux côtés de 80 hommes. Et puis, toute la rédaction de France 24 est heureuse de souhaiter la bienvenue à nos confrères de Télé Louisiane, la télévision francophone de l'État de Louisiane aux États-Unis. Ceux d'entre vous qui nous regardent sur la côte est américaine pourront bientôt retrouver les reportages et les informations de France 24 dans les programmes de Télé Louisiane. Bienvenue à ce nouveau partenaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.